Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode d'Androtech. Androtech, c'est votre émission Android, animée par frandroid.com, en partenariat avec la chaîne Tech.tv. Tech.tv, c'est votre nouvelle chaîne high-tech que vous retrouverez avec des nouvelles émissions dès la semaine prochaine. Cette émission est un peu spéciale, puisque nous sommes en plein milieu du MWC. Je vous invite à réagir sur Twitter, dès maintenant, avec le hashtag Androtech. Je vous présente les personnes sur le plateau, en régie et par Skype, mais avant ça, le sommaire. Au sommaire de cette semaine, bien entendu le MWC, où se retrouvent chaque année les constructeurs pour présenter leurs nouveaux produits. Mais aussi du nouveau du côté de chez Nokia, qui a présenté lundi ses 3 premiers smartphones sous Android, ou plus précisément sous une version modifiée, le Nokia X OS. De son côté, Samsung a présenté le très attendu Galaxy S5, que nous avons eu l'occasion de prendre en main, et dont nous allons parler plus en détail durant cette émission. Nous n'oublierons pas les autres constructeurs, avec notamment Sony, HTC et LG, qui ont eux aussi présenté de nouveaux terminaux très intéressants. Nous discuterons ensuite des grandes tendances du MWC et pour finir, nous présenterons les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Cette émission est tournée dans les conditions du direct. Nous sommes en plein milieu du MWC, le Mobile World Congress. Nous avons envoyé cette semaine 4 personnes, dont Léo et Tony, mais nous avons sur Skype Laure. Oui, en direct de ma chambre d'hôtel. Nous avons aussi Ulrich. Oui, en direct du bar de l'hôtel, qui n'est pas le même hôtel que celui de Laure. J'ai une question pour vous deux, alors pas trop mal au pied? C'est un peu dur là, mais moi je fais le tournage sans chaussures. Non, moi j'ai plutôt mal à la tête à force de pas dormir même. Mais bon. Sur le plateau, cette semaine, j'ai Pod. Ouais, moi au début quand on m'a dit une émission sur le MWC, j'ai cru que c'est pour les gens qui aiment les WC et je voulais pas venir. Rien à voir. J'ai aussi à cette table Edouard. C'est ça, mais j'étais pas là la semaine dernière et paf, j'atterris sur le plateau, c'est pas un très beau cadeau. Hein. C'est ta punition. J'ai aussi Astrid en régie. Salut! Passons maintenant à la partie actualité. Y a-t-il une actualité en marge du MWC? On vous a trouvé 2 points qui méritent d'être abordés ici. Le premier point, c'est Facebook qui rachète WhatsApp pour 19 milliards. Alors, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est finalement un bon prix? C'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'on entend parler d'un rachat comme ça, historique, avec des montants importants. Pierre-Olivier, toi, qu'est-ce que t'en penses? 50 développeurs, 19 milliards, voilà, ça me paraît un poil beaucoup comparé au budget de la je rembobine, je recommence, la Station Spatiale Internationale. Voilà, bon, personnellement, j'envoie des SMS, donc, je vois pas le... Voilà, je suis pas un utilisateur, donc j'ai du mal à apprécier la valeur de ce genre de service. Il y a un peu tout le monde qui trouvait que Nest justement coûtait ultra cher. Mais alors on se rend compte qu'en fait WhatsApp, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Par contre, WhatsApp, certes, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, moi non plus, mais il y a beaucoup d'applications tierces qui s'en servent. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a bien pas mal d'utilisateurs qui sont concernés. Ulrich, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, sauf qu'on n'est pas la génération qui l'utilise, c'est la génération qui arrive. Hein. C'est les gens qui ont en dessous de 20 ans, ils utilisent WhatsApp tous les jours. Et il y a des taux de pénétration qui sont énormes aux États-Unis, dans des pays, il y a des pays du Sud-Est et d'Océanie où c'est gigantesque. Je pense qu'il faut quand même prendre du recul et regarder les chiffres qui sont quand même énormes, surtout les chiffres de croissance. Donc finalement, on a une belle valorisation, mais encore pour une application mobile. Je pense qu'on aura d'autres actualités dans le même genre bientôt. Une autre actualité mobile, c'est Google. On ne pouvait pas faire une émission sans Google, qui lance un projet Tango. Alors, c'est ça, Edouard, en fait, c'est un peu Kinect pour son téléphone. En gros, c'est des nouveaux capteurs qu'on vient mettre sur un téléphone qui, pour l'instant, c'est juste un prototype. Donc, en fait, ces capteurs en question, je les avais écrits devant mes yeux, je ne les ai plus.
De mémoire, c'est pour calculer la profondeur, mais aussi les mouvements. Et en fait, ça va permettre de cartographier son espace autour de soi. Donc voilà, ça fait un peu penser à Kinect qui est capable de détecter nos mouvements. Là, ce que Google met en avant, c'est qu'on peut arriver à cartographier sa maison. Et par exemple, quand on veut acheter un meuble, on va savoir si ça rentre pile poil dans sa maison ou alors si ce n'est pas le cas. Donc quelque part, c'est Google qui dépasse Google Maps et descend à une échelle encore inférieure pour essayer de cartographier le monde, mais cette fois-ci à l'échelle de sa maison en fait. Mais on peut même imaginer, je ne sais pas vraiment, mais qu'un jour ou l'autre ça sera utilisé sur Google Maps parce qu'on a déjà vu que Google Maps, les Street View, il y en avait dans certains bars, certains restaurants. À l'intérieur de certains immeubles, oui. Voilà. Est-ce que ça et même dans des salons d'ailleurs. Hein. Donc je pense que c'est un peu la suite logique de tout ça, même si pour l'instant c'est quantitatif comme il en dit. C'est ce qu'on appelle la géoc indoor, donc la géolocalisation à l'intérieur, et effectivement on cherche la solution technologique qui nous permettra de faire ça parfaitement, et je pense que Google l'a trouvé. Sachant en fait qu'il y a quand même Apple qui a racheté une boîte qui s'appelle PrimeSense qui fait à peu près la même chose. Donc on peut même imaginer que Apple sur ses maps le fera tôt ou tard aussi. On passe maintenant à l'actualité dédiée au MWC. La première actualité, c'est l'annonce de Nokia qui justement rejoint cet univers Android. Et oui, le fameux Normandie ou Nokia X, il existe. Et donc, je ne sais plus comment s'appelle le PDG de Nokia qui avait dit non, mais on fera jamais de. Non, c'était même Ballmer qui disait qu'il ferait jamais d'Android. Et bien en l'occurrence, Nokia appartient à Microsoft et ils font de l'Android. Même si ça ressemble à du Symbian. Voilà. Non, ça ressemble pas à grand chose. Ça ressemble un petit peu à du Windows Phone tout de même, hein, au niveau de l'interface. Vous avez testé, ça donne quoi du coup ? Ça donne des définitions qui sont très basses. En fait, ce sont 3 appareils. On en aura 2 en France. Donc, il y a le Nokia X, le X Plus et le XL. Nous, on aura le X et le XL, donc qui est plus en format 5 pouces et l'autre est au format 4 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Et comme c'est du très très entrée de gamme, on va avoir des définitions d'écran très basses avec des bandes d'icônes en fait qu'on va faire glisser de haut en bas sur un seul panneau d'accueil. Des tuiles. C'est plus ou moins des tuiles en fait, et ça reprend un petit peu le code visuel en tout cas de Windows Phone. Donc. Et il y a les applications Windows dedans. Voilà, il y a OneDrive par exemple pour le cloud. Donc quelque part Android est un petit peu caché, l'interface est complètement redessinée. Ça s'appelle même plus Android, ça s'appelle Nokia X Platform. Ouais. C'est un fork. Plateforme système. Non, c'est pas. Si, c'est un fork. Non, c'est ce que me disait Nokia. C'est Android avec un launcher particulier. Qui reprend les codes de Windows. Et ce launcher reprend les couches basses sont touchées et tu as également tout le développement d'un écosystème avec le Nokia Store, etc. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un fork. Cet écosystème-là ne vient que remplacer les services de Google qui ne font pas partie particulièrement d'Android, qui sont au-dessus d'Android. Quelque part, c'est une distribution, comme on avait des distributions Linux, c'est une distribution différente avec certains paquets qui changent, comme l'a décidé Nokia. Exactement, donc typiquement, effectivement, il n'est pas possible d'utiliser les API de Google Maps, puisque Google Maps n'est pas inclus. À la place, il y a les API de Nokia Maps. Pardon ? Earmaps. Earmaps, ouais. C'est vrai, tout à fait. Excusez-moi, je ne suis pas à la page. Et qui sont tout à fait semblables et similaires. Ce que ça veut dire, c'est que pour 80% des applications, il n'y a absolument rien à changer. Il faut que le développeur upload, par contre, son application sur le store de Nokia. En revanche, pour les quelques 20% d'applications qui utilisent des services propriétaires de Google, en plus du framework Android, là, effectivement, il y a quelques petites adaptations qui, en général, se limitent à quelques changements dans le manifeste et quelques appels. Mais Pod, je pense que c'est largement plus de 20% parce que, par exemple, tout le système de notification est à revoir. Exactement, ouais. Pas le système de notification, le système de push, et la différence est importante. Le système de push, mais bon,
t'as bien compris qu'il y a quand même plus que 20%. Edouard, qu'est-ce que tu en penses de cette plateforme ? En fait, ça me fait beaucoup penser à ce que fait Amazon. Amazon, ils ont leur propre store, leur propre modification d'Android. Et là, on est maintenant à plusieurs années après la sortie de la première Kindle. Et ce qui se passe, c'est que l'App Shop, il y a très peu d'applications dessus. Elle ne se télécharge pas, et pour les développeurs, ça demande quand même pas mal d'adaptation. Et donc là, j'ai l'impression que pour ce Nokia X, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire demander aux développeurs de faire plein de modifications pour au final très peu de téléchargement, et donc s'il n'y a que le Nokia X, ça va être chaud pour que ça y ait beaucoup d'applis. Alors on peut quand même espérer que Microsoft ait un peu plus de moyens pour imposer sa plateforme. Laure et Ulrich, cette plateforme de Nokia X Platform, elle va viser quel type de terminaux ? Est-ce qu'on va rester sur l'entrée de gamme ? Moi, je pense que la vision est très pessimiste. En gros, ce qu'a fait Nokia, c'est qu'ils ont divisé toute leur gamme en 3. On retrouve les achats, qui sont des téléphones autour de 50 €, 40, 50 €. Il y a ensuite les Nokia X, XL, entre 70 et 120 €. Et ensuite, on a les Lumia qui arrivent avec du Windows Phone. Et l'expérience, c'est du low cost. Je suis d'accord, ça se positionne face à des téléphones qui peuvent être chinois, asiatiques la plupart du temps. Mais ça reste fluide, et ça reste même plus fluide que la grande majorité des téléphones chinois. Donc il y a un gros travail, et puis il y a surtout un appareil qui a une bonne finition. On retrouve un peu la touche Lumia avec ses coques unibody en plastique avec plein de couleurs. Et Laure, qu'est-ce que t'en penses ? C'est ce que j'allais dire. En fait, à terme, la gamme achat est en train de disparaître. Là, on a eu un seul achat qui a été présenté très entrée de gamme. Il y a 45 $, je crois, hors taxe. Ce qui nous fait en fait une gamme moyen et bas de gamme qui sera représentée par ces Nokia X et X quelque chose à terme. Après, ils sont plutôt bien finis, effectivement. Ils sont assez lourds, assez massifs. Mais on est à moins de 150 €. Ça reste des téléphones où il y aura un écosystème beaucoup plus développé que sur les achats. Plus de potentiel. On pourra télécharger des APK un peu partout. Donc, effectivement. On a quelques questions au niveau des caméras. Qu'est-ce que ça donne, les caméras ? Parce que bon, les Nokia... Là, c'est vraiment pas terrible. On a du 3 à 5 mégapixels. En gros, c'est du 3 mégapixels sur le Nokia X sans flash. Je te laisse imaginer ce que ça donne. Et le Nokia XL, lui, passe à du 5 mégapixels et il y a un autofocus. Donc, c'est un petit peu mieux. Ouais, et il y a une caméra frontale sur le XL, mais pas sur le X. Oui. C'est le minimum. Et par rapport à des terminaux au même prix, est-ce que c'est plutôt bien ? Est-ce que c'est plutôt... C'est moins bien que du chinois, mais légèrement moins le bien. résultat Mais il y a global la est meilleur. finition, par contre. Voilà. Donc finalement, Nokia garde son positionnement avec des mobiles qui vont être probablement un petit peu solides, bien finis, et surtout avec une marque qui fera vendre à ceux qui ne recherchent pas forcément de la qualité et du haut de gamme. Tu sais ce qui s'est passé en fait ? En gros, ils voulaient faire du low cost parce que le low cost c'est du volume, parce que ça permet d'attaquer les marchés émergents. Et Windows Phone, malheureusement, n'est pas dimensionné pour faire du low cost. Et surtout, les émergents, ils veulent pas du Android. Et puis même en Europe, on veut pas du Windows Phone. Et en Europe, on veut pas du Windows Phone. Et du coup, il y a une proposition ça permet avec de le tester Lumia de l'Android. Moi, ce que je pense, c'est que ça va faire des bons résultats de vente. Et ça se trouve, ça va aller un petit peu embêter la gamme qui est au-dessus, la gamme Lumia. Et on va peut-être, au fur et à mesure, monter en gamme avec des Nokia X qui seront de mieux en mieux. Et en espérant qu'un jour ça pousse Windows Phone. Mais est-ce qu'on va perdre le côté personnalisation d'Android avec cet OS-là ? Je vais prendre cette question. Avant, je voulais revenir sur ce que disait Ulrich, que je rejoins totalement sur son analyse de ce que Nokia est en train de faire. Et je dirais que c'est aussi une façon pour Microsoft de pousser ses services auprès des développeurs. Typiquement, on évoquait le push tout à l'heure. Si Microsoft a un service de push qui fonctionne et sur Android et sur Windows Phone, ça va être plus simple pour un développeur d'utiliser un seul service plutôt que deux. Pour la question de la personnalisation, justement, a priori, rien n'empêche d'installer un launcher custom. Toutefois, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on teste. Installer un launcher custom, installer un composeur de téléphone pour appeler custom, ce genre de choses, c'est des trucs qu'on doit tester. Si ça fonctionne, a priori, de ce que j'ai regardé un petit peu dans la documentation de Nokia, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Et oui, donc du coup, il est possible de revenir à quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on connaît. Et moi, je fais le pari que avant même la commercialisation des appareils, on pourra installer Google Apps de façon non officielle. Tout est pareil. C'est Android, donc ce sera toujours possible. Et Edouard, toi, tu as vu apparaître justement
tout le set d'outils pour les développeurs. Ouais, j'ai rapidement testé. En fait, les outils qu'ils proposent, c'est en fait pour intégrer donc leur push, les cartes, et il y en a un troisième, je sais plus. Et en fait, ils ont une sorte d'outil qui permet de voir si l'application est compatible ou pas, et donc en fait propose certains guides pour justement aider. Le truc qui est sympa, c'est qu'il y a un émulateur, et donc on peut tester ce téléphone sans l'avoir. Une des modifications en termes de design, c'est par exemple qu'il y a la touche menu qui a disparu sur Android, du moins quasi officiellement, mais pas vraiment. D'ailleurs, le S5 enfin a réussi à le faire, génial. Il était temps. On va y revenir. Ouais, mais bon, on va y revenir. Et donc, il y a cette modification-là, Android 4.1. Je pense que le tout est bien bâti. En fait, il faut savoir quand même qu'on est sur Android 4.1 et que les modifications de Google pour tout ce qui est terminaux avec peu de mémoire, c'est KitKat. Donc, il y a quand même du beau boulot de la part des ingénieurs de Nokia sur ce téléphone. En tout cas, on fera confiance moi, à Microsoft j'étais au Nokia Developer Day. Et je peux vous dire qu'il y avait du monde, que les gens étaient très enthousiastes, et j'ai jamais vu Nokia avec autant de sourires partout depuis quelques années. Bah justement, Microsoft, c'est vraiment leur spécialité, c'est finalement le contact avec les développeurs, et notamment d'applications. Sans transition, je passe maintenant aux grosses annonces du MWC, avec, pour commencer, le Samsung. On en a énormément parlé sur Frandroid, peut-être trop. La première annonce, c'est évidemment le Samsung Galaxy S5. Alias le pansement. Dont on a énormément critiqué le design avant même l'annonce qui était hier soir, 20h. Alors, Laure et Ulrich, je me tourne encore vers vous. Vous l'avez eu entre les mains. Que pensez-vous du design et que faut-il en penser ? Il n'est pas si mal qu'on peut le dire. Il n'est pas catastrophique, il est déceptif. Et déceptif parce qu'effectivement il est toujours en plastique, mais à côté de ça on perd le brillant qui était horrible sur le Galaxy S4. On a c'est des motifs, c'est texturé et c'est un peu comme si c'était de la gomme. Je sais pas si vous vous rappelez de la Nexus 7, c'est pareil en fait derrière. Puis après le reste c'est quand même une bonne finition, mais effectivement c'est loin de ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas espérer pour Samsung. On sent avec le design de ce S5, désolé, que Samsung vise un autre public. On passe quand même à du bleu métallisé brillant, du doré brillant, du blanc irisé. Du bling bling. Ouais, mais est-ce que le doré, ça vous fait pas penser à un certain Apple avec un certain iPhone ? Très honnêtement, entre le lecteur d'empreintes sur le bouton Home, ces couleurs proposées sur le téléphone, on a un petit goût d'Apple qui nous revient en bouche. Bon, le message est assez clair. On va essayer de piquer des clients aux voisins. C'est d'un mauvais goût, mais non, mais le bleu est chouette. Le bleu est chouette. Oh non. Moi, je l'aime bien. Moi, je trouve le bleu sympa aussi. Mais même en termes d'interface, on voit que iOS 7, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans des cercles. Alors, en fait, le TouchWiz est un peu pareil quand même. Il change pas beaucoup. Toutes ces icônes rondes qui sont dans la barre de notification qui ont été ajoutées. Donc effectivement, ça fait un petit peu penser à iOS 7. Il y a aussi les paramètres. Ça fait penser aussi aux interfaces chinoises. Oui, pardon, je t'ai Il y a aussi les paramètres, je pense que vous l'avez vu. Les paramètres, alors c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver au départ. J'avoue que j'aimais mieux le formaliste. Là, pour s'y retrouver dans les icônes, bon courage aux gens qui découvrent le S5. Et en plus, on a cette interface My Magazine quand on fait glisser l'écran de gauche à droite. Donc d'un côté, on a les icônes rondes et de l'autre, on a ces bandes qui font un peu penser au Bling Feed de HTC que l'on fait glisser de haut en bas. C'est un petit peu hétérogène au niveau de l'interface. J'ai trouvé ça assez surprenant et, comme dirait Ulrich, un petit peu déceptif. Mais il y a quand même du positif dans le téléphone. Ouais, il y a un bon capteur. Hein. Le capteur photo est hyper bon. Il est résistant à l'eau. Franchement, c'est quand même une chose qui devrait être... sur les photos, mais il y a beaucoup de qualité, évidemment. Sur tous les téléphones. Il n'y a pas un mode téléphone simple avec une autonomie incroyable. C'est très intéressant ça. C'est le mode... Ultra Power Saving. En fait, on récupère ça donc dans les paramètres. On passe en noir et blanc. On va pouvoir accéder seulement aux appels, aux SMS, aux choses comme ça. Donc, comme on a un écran AMOLED, le noir ne va rien consommer. On aura juste un petit peu de blanc qui sera très peu consommateur puisqu'il y a peu de choses d'affichées. Et théoriquement, c'est ce que nous dit Samsung en tout cas, avec 10% de batterie, on tient 24 heures avec ce mode.
C'est pas mal. Et c'est le mode Stamina plus, en gros. Voilà. Les deux autres annonces de Samsung, c'est la Samsung Gear 2, la nouvelle itération de la Samsung Galaxy Gear, et la la Samsung Gear Fit. Et il y a la Neo, tu la fais Gear 2 Neo. le lapsus parce que tu veux mettre du Galaxy, mais non, puisque ce n'est plus. Dans la gamme Galaxy. On change de plateforme, on passe sous Tizen. Il y a des gens qui posaient des questions sur le capteur d'empreinte, comment ça marche? Alors le capteur d'empreinte digitale, donc il est situé sur le bouton Home et c'est pas une question d'écran. Il faut faire glisser le doigt sur le bouton pour déverrouiller le smartphone si on a paramétré cette fonction. Ou pour payer également puisqu'il y a un partenariat avec PayPal. Contrairement au Galaxy 5 où il faut poser c'est une technologie qui est différente parce que je pense que les deux sont brevetés de chaque côté. L'iPhone 5S où il suffit de poser son doigt. En fait, là sur le Galaxy S5, c'est exactement comme sur les PC. Tu disais s'il y avait du positif aussi sur Galaxy S5, il y a l'écran qui est quand même meilleur que Galaxy S4 qui était déjà bon. Ils l'ont amélioré et c'est vrai que c'est impressionnant la première fois. C'est pas un waouh, mais c'est presque un waouh cet écran. Il est vraiment très beau. Bon, l'écran est très bien. Parlons maintenant des deux autres annonces de Samsung. On a la Samsung Gear 2, Samsung Gear Lite et Samsung Gear Fit. Oui. Et pas Galaxy puisqu'on change de plateforme. On passe sous Tizen avec ces 3 bracelets montres. Et on le saurait, on ne saurait pas, ça changerait rien. C'est vrai qu'au niveau de l'expérience, ça change absolument rien. C'est la même interface. J'ai une petite question par rapport à la Gear. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui avaient la Gear 1? Il y avait certaines applications. Qu'est-ce que ça devient sur cette Gear 2? Elle était sur Android, maintenant c'est Tizen. Il se passe quoi? C'est une très bonne question. Il faudrait qu'on la pose à Samsung. Il faut qu'on la pose à Samsung. J'espère pour eux que. En même temps, il n'y a pas beaucoup de volumes de Gear qui ont été vendus. Parce qu'en fait, la première, il n'y avait pas de SDK et c'était justement un gros problème. Mais il y a quand même eu des applis qui sont développées. Donc, En fait, il y avait un SDK, mais il était privé. C'est encore pire. C'est-à-dire que Samsung sélectionnait les éditeurs avec qui il voulait travailler. Et là, a priori, sur la Gear 2, ça sera ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui pourra développer des applications en espérant que du coup, ça développe un peu plus l'écosystème d'applications. Mais cette fois-ci, ce ne sera donc plus des applications Android, il faudra développer sous Tizen. C'est très proche. Vous avez eu la Gear Fit et la Gear 2 dans les mains. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits-là au niveau design, finition, taille surtout? Je commence, après je laisse la parole à Laure. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je critiquais le capteur photo de la Gear. De la première Gear, et sur la Gear 2 ils l'ont mis, mais ils ont sorti la Gear Lite ou Neo, en France ça sera Lite, qui n'a pas le capteur photo, donc les gens qui critiquent le capteur photo ils l'achètent sans. La montre, je vais laisser Laure en parler. Moi je vais plutôt parler du Gear Fit que j'ai pris en main. C'est un bracelet avec un écran AMOLED et qui est tactile en couleur. C'est le bracelet le plus impressionnant que j'ai vu en termes technologiques. Il est surtout très complet parce qu'on retrouve les fonctionnalités de la Gear, c'est-à-dire tout ce qui est accès aux notifications, Find My Phone pour trouver son téléphone quand il est perdu, etc. Mais on trouve aussi toute la partie suivi d'activité parce qu'il y a tous les capteurs pour pouvoir avoir le podomètre, etc. pour pouvoir suivre le nombre de pas qu'on fait, la distance, le nombre de calories consommées. Il y a également un petit capteur qui va prendre le pouls. Comme sur le Galaxy S5, parce que le Galaxy S5 on peut avoir le pouls en mettant le doigt sur le flash à l'arrière, et donc c'est très intéressant parce qu'il y a tout cet écosystème bien-être, santé, fitness qui est en train de se mettre en place et qui est très important pour Samsung. Laure, ton avis sur ces deux montres? Alors les montres, je les connais moins, j'ai moins eu le temps de les regarder, mais c'est vrai que le Gear Fit m'a intéressé. Il fonctionne un peu comme le Sony Smart Band, c'est-à-dire que c'est un petit module qu'on met à l'intérieur d'un bracelet. Ça a l'avantage de se mettre à la taille du poignet, donc tout le monde peut plus ou moins le porter et on pourra l'ajouter dans un autre accessoire. Je trouve ça plutôt bien fait et effectivement le format incurvé comme ça est assez intéressant, surtout qu'en plus les fonctionnalités sont complètes. Je pense que c'est une bonne proposition. Maintenant, on n'a pas de prix. Si Samsung ne dépasse pas la barre des 100 €, qui est le prix d'un smartband, ça peut être une proposition assez intéressante. Je pense qu'ils seront à 200, mais Astrid, c'est possible. C'est possible. Alors il y a une petite question justement sur l'histoire du pouls. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est plus un gadget? Alors, pour les sportifs, probablement utile. Pour les bien autres. pour les sportifs. Ouais. Ça dépend aussi. Sur le bracelet, c'est évidemment très utile en situation de sport. Typiquement, quand on s'entraîne pour des sports d'endurance, on essaye d'aller vers un pouls très bas. Pour le Galaxy S5, je trouve que c'est un tout petit peu de la grosse com, sachant que
des applications qui mesurent le pouls avec le flash de n'importe quel téléphone. Il y en a un paquet sur Google Play, donc ça se fait depuis des années. Pratiquement, ça n'a rien de. Ouais, mais bon, ils l'ont marketé. Les données qui sont envoyées, elles sont peut-être un peu plus pertinentes que celles via le flash. Autre question, à votre avis, pourquoi est-ce que Samsung a choisi Tizen pour les montres ? Pour essayer de justifier tout le travail qu'ils ont fait sur Tizen. Mais Tizen, on l'attend cette année. Et moi, Tizen, on l'attend cette année. Parce que justement, Android est quand même un petit peu trop gros pour tourner sur un petit appareil. Justement, c'est le rôle de KitKat. Ouais, ce que je veux dire. Non, mais ça tournait bien sur la première guerre. Soit plus léger que KitKat. Ok. Mais Oulay, tu voulais. Vas-y. Oui. En fait, oui, voilà, Tizen, on l'attend pour cette année. C'est un peu le contrepoids pour Samsung. Ils veulent pas avoir que du Samsung, que de l'Android dans toute leur gamme. Du coup, ils sont en train de pousser Tizen. C'est pas seulement poussé par Samsung. Il y a d'autres constructeurs derrière, il y a d'autres acteurs. Et du coup, je pense que c'est une introduction de Tizen. Voilà, ils veulent pas faire l'erreur de sortir un Galaxy 5 sur Tizen. On entendait ces rumeurs. Ça aurait été une erreur pire que ce qu'ils ont fait hier. Ils ont bien amusé. Ils font ça doucement en introduisant un objet connecté sous Tizen. C'est pas si bête. Et ça va ouvrir Tizen à l'écosystème des développeurs. Par contre, moi j'ai une question. Ces bracelets, ces montres, elles sont compatibles avec quoi ? Que les Galaxy, que les Samsung ? Oui. À ton avis. En fait, ils refont la même bêtise qu'avec la Gear, quoi. C'est les seuls objets connectés qui sont compatibles. En moins terrible, ils ont, au lieu d'avoir un seul terminal compatible, là, il y a une vingtaine de Galaxy. Mais bon, c'est pas beaucoup. Les KitKat, en gros. Du coup, c'est pour quand un téléphone sous Tizen ? Parce qu'on a pas mal de questions à propos. Ce sera cette année. Plus tard dans l'année, ouais. Ça fait un an qu'on entend parler. Les applications sont prêtes chez les éditeurs, sauf qu'ils ont signé des NDA, ils peuvent en parler. Mais tout est prêt pour que ça soit annoncé. C'est juste Samsung qui veut pas rater son annonce du Galaxy 5, donc ils vont peut-être attendre le mois de, je pense, mai-juin. On passe maintenant aux autres grosses annonces, et notamment Sony, qui annonce plein de nouveaux appareils, avec notamment une nouvelle itération du Xperia Z1, le Xperia Z2. Laure, tu l'as eu pris en main. Alors, je suis allée voir, il y avait beaucoup de choses chez Sony. Donc le Xperia Z2, qui ressemble beaucoup au Z1, avec en plus un Snapdragon 801 à l'intérieur. Je vais inventer des processeurs. Il n'a pas l'écran 2K qu'on lui avait prêté. Il s'améliore surtout en photo et en vidéo, avec de la 4K au programme. De la stabilisation numérique qui a été améliorée aussi. Ça n'a pas l'air mal. Pour ce que j'ai testé, c'est pas mal du tout. On a également tout ce que tu viens tablette. De dire, c'est Galaxy 5 aussi. Alors, en design, il est quand même beaucoup plus sobre. Il fait 5,2 pouces au lieu de 5 pouces et le format est resté le même. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ils ont aminci les bordures qui entourent l'écran. Elles sont généralement beaucoup trop grandes chez Sony, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Mon principal reproche du Xperia Z1 en fait. Mais oui, parce que ça produit un téléphone qui est hyper grand, alors que l'écran n'est pas si grand que ça. Quand on le compare à un G2 ou un S4, forcément, ça fait mal. Et donc là, c'est mieux à ce niveau-là. Il est toujours étanche. Il est IP68, tout comme la tablette Z2. Voilà, la Z2 tablette, pardon. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est un accent mis sur le son sur ce téléphone. En fait, il est livré avec une paire d'écouteurs intra-auriculaires qui sont à activation de bruit active. En fait, le système, il est dans le téléphone et le connecteur jack, est nécessaire pour profiter de ce système. Et tester et approuver, franchement, c'est pas mal. Ça permet vraiment d'annuler le bruit ambiant avec ces écouteurs. C'est intéressant, par exemple, quand on écoute de la musique dans le métro, dans les transports en commun, pour éviter de mettre le volume à fond sur son téléphone. Et ça fonctionne sur la tablette qui a également été annoncée en même temps. Que faut-il penser justement de cette tablette, la Xperia Tablette Z2 ? Elle est hyper légère. Elle est encore plus légère que la première. Elle pèse moins de 440 grammes. Elle est hyper fine. Elle fait 6,4 mm de mémoire. Je l'ai prise en main. Je l'ai trouvée vraiment sympa. Elle est moins chère que la tablette Z. Elle coûte 450 € pour sa version Wi-Fi.
Elle embarque une fonction téléphonie, ça c'est intéressant. C'était pas présent dans mon souvenir dans la première tablette Z. Donc avec des écouteurs ou avec un kit Bluetooth, vous pourrez passer des appels sur la tablette. Le processeur est compatible. Moi j'ai un petit problème avec les produits Sony, c'est qu'à chaque fois ils se disent on va faire le produit le plus fin, le plus machin, le plus truc. Et à chaque fois il y a une autonomie qui est ridicule. Ah non, mais sur la tablette Z, elle est très bonne. Il y a 6000 mAh de batterie en tout cas. Ouais, non, elle est très bien, elle est très bonne. Je sais pas si tu avais testé la dernière tablette Z qui était très bonne, et là la Z2 elle est excellente. Pour moi, c'est la meilleure tablette Android. C'est la plus premium et le son prix baisse. Elle est encore plus fine que la précédente. Pour moi, c'est le produit tablette 10 pouces à avoir. J'espère vraiment qu'ils sortiront un 8 pouces, un format 8 pouces sur le même calibre. Sur YouTube, est-ce que comme sur les Ultra, on pourra écrire avec un crayon ou n'importe quoi Non, le sais. J'ai pas demandé. Question imposée à Sony. Ok. On passe rapidement sur les deux produits annoncés aussi par Sony. On a le Xperia M2 et un smartband. Du moins, c'est l'officialisation du smartband parce qu'il avait déjà été présenté au CES. Oui, en fait, il avait été présenté au CES, mais il était présenté un peu comme un concept. Finalement, il sort fin mars. Il sort à 99 €, donc c'est un rival de poids face à Samsung, en termes de prix en tout cas, avec l'application LifeLog qui, en gros, va à peu près tout traquer de ce que vous faites, les activités sur téléphone, ce que vous écoutez comme musique, à quel endroit vous êtes, le sport que vous faites ou que vous ne faites pas d'ailleurs. C'est un peu culpabilisant, mais le concept est intéressant en tout cas. Et le Xperia M2, finalement... Et Baptiste, on va faire court, parce que le M2, il a un écran QHD, il a un Snapdragon 400, il est 4G, il a un appareil photo, je crois, de 8 mégapixels. Mais en fait, c'est les mêmes caractéristiques que le Galaxy Core 4G, c'est les mêmes caractéristiques que le LG G2 et c'est les mêmes caractéristiques que le Huawei Ascend G6. En fait, et le Desire, je ne sais plus combien, 816 à peu près. Tout le monde a présenté le même format, c'est 4,5 pouces, S400, 4G et tout le monde a le même entre 250 et 300 €. Avec le même design. Bon bah voilà, on a Au moins, tu as le choix, tu peux choisir la marque que tu préfères, c'est les mêmes caractéristiques partout. On a fini cette tranche de produits. Je voulais parler un petit peu maintenant de Qualcomm. Leur annonce de processeurs est toujours intéressante parce que finalement, c'est des processeurs dont on va entendre parler toute l'année et qu'on va retrouver justement dans plein d'appareils. Ils ont annoncé 2 processeurs. 3 en fait. Je te laisse continuer alors. Oui, ils ont le 610 et 615, c'est les plus beaux processeurs qu'ils ont annoncés. C'est du base 64 bits. Il y en a un, il est en quadruple cœur, c'est le 610. Il y en a un, il est en octo-cœur, c'est le 615. Ils seront disponibles shippés, c'est-à-dire auprès des constructeurs pour l'été. Donc on devrait avoir les premiers téléphones avec ces processeurs pour l'automne 2014. On connaît pas du tout leur performance. On sait juste qu'ils vont exploser ce qui existe déjà chez Qualcomm. Mais pour replacer un peu le contexte, aujourd'hui Qualcomm, tu disais qu'ils menaient le marché tout à l'heure en introduction. En fait, pas vraiment. Ils mènent pas le marché parce que ils se sont fait avoir, ils commencent à paniquer et du coup ils ont accéléré leur développement et ils ont annoncé de octo-cœur alors que ça les faisait rigoler il y a 1 an. C'est assez marrant ce qui se passe. Pour le 64 bits, ils ont complètement accéléré leur roadmap parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à les sortir cette année. Tout ça parce que l'iPhone 5S est en 64 bits. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'iPhone 5S est 30 à 40% plus performant en puissance brute que le S800. Donc en fait, Qualcomm est en train de paniquer un petit peu. Qui sont leurs concurrents alors ? Comment ? Les concurrents, c'est Nvidia avec et bah là justement ils ont présenté le Tegra 4i l'année dernière, il sort enfin. Mais il y a aussi d'autres petites choses qui arrivent chez Nvidia qui sont intéressantes. C'est aussi Mediatek, bien entendu. Mediatek, ils font de l'octo-cœur, ils font de la 4G maintenant, ils font du 64 bits. Et le second semestre 2014, on devrait avoir pas mal de devices sous Mediatek. Voilà, ils ont un peu de mal Qualcomm, il va falloir en gros ils veulent vraiment rester leader incontesté, et il va falloir qu'ils se bougent le derrière pour rester leader incontesté. Passons maintenant justement à des smartphones qui justement utilisent ces processeurs Qualcomm. Je voulais parler de LG qui renouvelle complètement sa gamme en sortant plein de nouveaux téléphones. Ah oui, alors plein de nouveaux, tu peux le dire. Donc il y a le G Pro 2, difficile de retenir le nom dans le bon sens. On a les 3 L séries en 13 entrées de gamme chez LG. On va avoir également le G2 Mini.
qui est malheureusement une déclinaison vraiment mini et pas compacte du G2. Et puis des smartphones 4G qui ont été annoncés aujourd'hui, les F50, 70 et je ne sais plus combien exactement, qui sont tous compatibles 4G et qui rentrent donc dans cette vague de smartphones 4G à environ 300 €. Même en dessous, ça va. Je crois Même que en dessous, il y en a un à 200, même en dessous de 200. Il y en a même en dessous de 200 €. Ouais, effectivement, il y a de la 4G partout. De toute façon, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le constructeur qui fera pas de 4G, il va pas vendre beaucoup de téléphones. Ou alors, il faudra qu'il aille vraiment dans des prix extrêmement agressifs, comme par exemple en face de Nokia. Effectivement. Un constructeur qui nous tient à cœur, c'est HTC, qui a sorti le Desire 816 et 610. Oui, je suis allée Qui nous voir en tout à parle l'heure leurs produits. En fait, ils ont repris le design des One globalement avec Design qu'on aime du bien. boom sound en façade. Et toujours la 4G aussi, pas cher. Ils ont mis des Snapdragon 400 dedans. Ils sont compatibles catégorie 4 en 4G. Et on les a à 300 pour le 610 et à 379 € pour le 816. Ils sortiront tous les deux au mois d'avril. Ils sont très colorés. Il y en a en blanc, en gris, en corail. Très mignon. Oui, très mignon. En Ils ont un très beau plastique. design. Ouais. Non, ils sont Est-ce qu'il s'agit vraiment réussis, toujours d'aluminium? Non, c'est du plastique. En fait, on Évidemment, a du plastique mat en façade et sur les côtés. Et à l'arrière, ça c'est le seul reproche qu'on pourra leur faire vraiment. Ils ont choisi du plastique brillant. Et je vous raconte pas les traces de doigts qu'on laisse dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on a des mises à jour logicielles côté HTC? Et ils parlent pas. Enfin, oui, il y en a qui vont arriver sur les One. Il y a le HTC One 2 qui sera présenté le mois de mars. Du coup, Laure va à Londres justement pour... On ne sait pas si c'est le One 2, mais bon. Ah bah non, on Ouais, sait c'est pas. hein, Mais bon, on a forcément des ça. petits doutes quand même. hein. Officiellement, on ne sait pas. Vu que Et, le One était populaire, on peut espérer qu'il y ait un One 2 quand même. Et Et par- c'était bizarre qu'ils attendent, parce que d'habitude, l'année dernière, ils avaient présenté le HTC One une semaine avant le MWC, et là, ils vont le présenter 2 semaines après le MWC, c'est quand même bizarre. mais c'est J'ai l'impression que tout le monde attend tout le monde cette année. Mais... C'est au contraire Oui, beaucoup plus intelligent parce que Samsung, ils ont annoncé leurs produits, Sony, ils ont annoncé leurs produits, HTC, ils arrivent après, ils ont un peu le temps d'ajuster leur com et ça, c'est plutôt très intelligent. C'est vrai, ils D'habitude, le font un c'était peu pas à du la Samsung, Apple. là, c'est Hein. complètement HTC. Ils ont l'air de par exemple. profiter D'autant justement pour plus. améliorer leur com. Ils balancent un peu sur Samsung aujourd'hui, si j'ai bien vu tout à leur fait. campagne. Puis, je pense qu'HTC, ils ont des choses à dire. Je pense qu'ils ont une proposition de valeur super intéressante cette année et qu'ils ont beaucoup appris de l'année dernière et du succès D'estime. du One, succès d'estime, succès de réputation du HTC One, qui s'est pas tout à fait transformé dans les ventes. Tu sais ce qu'il Je pense a qu'ils gagné ils vont beaucoup capitaliser cette année, là-dessus pour faire une très belle année. C'est ce qu'il a gagné 2014. aujourd'hui, le HTC One Award du smartphone 2013 lors du MWC de cette année, donc Donc je une pense belle que c'est récompense. pas mal. Je vais citer 4 noms et je vais faire un petit tour de table pour qu'on fasse ensemble leurs annonces. Wiko, Arcos, Qui commence Ah oui. Moi je vais parler, si tu veux, je vais commencer par Wiko. On commence par les Wiko parce que tu les as vus. Wiko, toi. en quelques phrases. Ouais, Wiko, ils ont fait sensation. En gros, pour moi, c'est quelqu'un c'est un marque que j'avais du mal à j'avais vraiment du mal avec Wiko, mais là ils ont présenté 2 appareils qui sont très intéressants. Le premier, c'est le Wiko. Vous pouvez m'aider parce que le Alors, il y a le Wiko Wax. Rising et ta Max. Oui, t'as les deux. Oui, t'as le Wax. Le Wax, ils sont impressionnants parce que Nvidia cherchait un partenaire. Commercialiser son Tegra 4i, qui est un processeur milieu de gamme 4G. Et ben ils ont trouvé Tino et Wiko. Et d'après ce que j'ai compris, c'est même Wiko qui a été cherché et qui a fait en sorte que l'appareil soit conçu par Tino. Et du coup, on arrive avec un téléphone qui sera moins de 200 €, qui a les performances d'un S600 avec un écran HD et qui est vraiment pas mal. Bon, c'est pas du premium, c'est en plastique, mais c'est largement au-dessus de ce que j'ai pu voir chez Wiko jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il y avait un téléphone qui était sous une cloche au milieu de leur stand, qui est le Mazing, le Wiko Mazing. Et ce Wiko Mazing, il intègre le prochain Mediatek Octo-Core en 4G qui sortira cet été. Et il a surtout aussi un capteur de 20 mégapixels à l'arrière. Il a une finition en aluminium et il a un écran en Full HD. Et il a Ça monte en gamme, dis donc. j'ai l'impression que les gens disaient en commentaire qu'il a le design de ce qu'on attendait sur le Galaxy S5. Bon, je suis plutôt très enthousiaste, je le serai peut-être un peu moins demain matin quand je me réveillerai, mais je pense que Wiko a des choses à faire. Que trouvait-on sur le stand Arcos
On trouve de la 4G, c'est surprenant, n'est-ce pas? On trouve une tablette 4G avec la Helium 80, une tablette 8 pouces. Elle se place directement en face d'une G-Pad 8.3 chez LG. La concurrence est un petit peu dure. Et on juste a à aussi côté de Fleur Pellerin. Pardon? Il y avait Fleur Pellerin juste à côté. La petite Ah, blague. c'est vrai qu'il est passé aujourd'hui. Et on a aussi le premier octocœur de chez Arcos. On a le 50C Oxygène. Il y en avait déjà eu un à l'IFA, si je me rappelle bien, un Oxygène. Donc là, voilà, on a l'octocœur de chez Mediatek qui arrive chez Arcos. Tout ça, c'est à petit prix. C'est à 200 € pour l'octocœur d'Arcos. Mais il est 3G. On était un petit peu en train de rigoler et de troller en entendant le nom d'Arcos parce que on a regardé un extrait de, je pense que c'était Capital, c'est ça, où on voit le boss d'Arcos tremper le quechua-phone dans un verre d'eau et le quechua-phone ne fonctionne plus. Il avait qu'à lire ce qui a marqué sur la boîte. Il n'est pas oui, c'est vrai. Non, il n'est pas fait pour. Résistant aux projections, on ne l'a que trop dit. Ce qui est marrant, c'est que la boîte qui produit Capital avait promis à Arcos de ne pas diffuser ce passage et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont diffusé. Deux marques encore chinoises, ZTE et Huawei, qui présentent encore évidemment des téléphones. On a évidemment de la 4G. Sous quel format exactement? Le même que les autres. Non, ils ont le G6 qui est pareil du S400, 4,5 pouces. C'est le même. Et Huawei, ils avaient ce qu'ils appellent. Il sort chez Orange, en marque blanche. Ouais, il sort chez Orange, chez le Yogas, quelque chose comme ça. C'est j'ai pas retenu son nom, il a été annoncé cet après-midi. Je vais te dire ça dans 2 minutes. Voilà, mais on va le voir débarquer chez tous les opérateurs. C'est un téléphone à 250 € qui a de la 4G avec du S400, un écran QHD. Voilà, c'est les mêmes caractéristiques qu'on peut trouver partout. Mais ce qui m'a le plus impressionné, il y a 2 choses qui m'ont impressionné chez Huawei. Le premier, je vais l'oublier sinon, c'est un bracelet qui est sous le même format que les autres. C'est un bout de caoutchouc avec un module qui a un écran. Et ce module, par contre, c'est un kit main libre. Donc en fait, j'imagine ma phablette est en train de sonner dans ma poche, ou plutôt dans mon sac parce qu'elle rentre pas dans ma poche. Et là, je vais pouvoir enlever le module de mon bracelet et le mettre à l'oreille. C'est un kit main libre. Ça, c'est vraiment pas mal et ça sera vendu à 100 €. Et le deuxième produit qui m'a vraiment impressionné, c'est le Mediapad X1. C'est une phablette de 7 pouces. J'appelle ça une phablette parce qu'en fait, on peut téléphoner avec à l'oreille. Donc pour moi, c'est une phablette. C'est la définition d'une phablette. C'est un écran de plus de 5 pouces qui se met à l'oreille. Et il est très bien spéqué. Je vous encourage à aller voir la prise en main parce qu'il a des bonnes caractéristiques. Il sera pas très cher. Il sera vendu à 400 €, je crois. 350-400 €, mais c'est un produit haut de gamme. Justement, alors, il y a plein de sujets qui sont apparus au MWC dont on pourrait parler pendant des heures. Je rappelle que toutes les news, et on a évidemment 4 personnes qui font plein de news sur le MWC que vous pouvez retrouver sur frandroid.com/MWC. Je voulais garder un peu de temps pour qu'on regarde un petit peu ensemble les tendances qui émergent de ce MWC. On a d'un côté, je pense, la 4G démocratisée, enfin, puisqu'on a de la 4G maintenant autour de 200 €. Et cela chez tous les constructeurs. Presque jusqu'à en dessous de 150 même. Il y a du Alcatel One Touch en dessous de 150 € en 4G. Ouais, c'est vraiment pas cher. Hein. Ça se démocratise plus vite que prévu. On pensait que justement les téléphones seraient un petit peu garderaient un certain prix et freineraient la popularité de la 4G. Ça sera évidemment pas le cas. En fait, les antennes se déploient plus vite que prévu et les téléphones ont les prix qui baissent plus vite que prévu. Ils sont obligés de suivre. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme autre tendance? Je pense que c'est les bracelets, non? Toutes les formes, on cherche. Au CES, quand même. Il y en avait déjà au CES, mais on en voit maintenant chez presque tous les constructeurs. C'est surtout Samsung qui Effectivement, ouais. Mais en fait, au CES, il y en a eu beaucoup, mais cette année, il y a un peu moins de visibilité pour les bracelets parce que au MWC, c'est plutôt la visibilité pour les smartphones et les tablettes. Mais on en voit quand même arriver parce que je crois que je connais pas vraiment un constructeur qui a pas de bracelet aujourd'hui, à part Apple. Mais HTC aussi. HTC, ils vont l'annoncer avec le HTC One 2. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents formats PO? Qu'est-ce que tu penses de ces formats de bracelets?
C'est un peu trop tôt pour avoir un vrai retour sur l'utilité. On en a déjà parlé dans de précédents épisodes d'Androtech. Il y a deux idées. D'abord, il y a celle de déporter des capteurs en dehors du téléphone pour les porter. Donc en l'occurrence, un bracelet, c'est au poignet ou à la rigueur à la cheville, mais aujourd'hui ce sont tous des bracelets de poignet. Et la seconde idée, c'est d'avoir un deuxième écran pour ne pas avoir à sortir son téléphone, qui, rappelons-le, est de plus en plus gros. Ces deux idées correspondent à de vraies problématiques. Est-ce que le bracelet est la solution à ces deux problèmes? Je ne suis pas encore tout à fait sûr et certain aujourd'hui. Voilà, je me prononcerai dans d'autres épisodes d'Androtech mais tu là-dessus. dirais quoi d'autre à la place? Non, je sais pas, je pense qu'il y a des choses à inventer. Moi, je me vois pas troquer ma montre pour un bracelet ou une montre connectée. Aujourd'hui, l'offre, elle me séduit pas, personnellement, en tant que consommateur. Maintenant, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres solutions qui vont arriver. Je pense que si. Je pense qu'on peut être créatif. Laure, quelles sont les autres tendances qu'on voit émerger du MWC? Je crois que tu les as résumées. En fait, c'est vraiment celles-là qui sont les plus présentes sur le Mobile World Congress. J'ai pas forcément encore eu le temps d'aller voir partout s'il y avait d'autres tendances qui se distinguaient. Mais tu as bien résumé. C'est vraiment la 4G pour moi à petit prix qui est la plus importante cette année. Est-ce que c'est pas aussi des écrans qui sont vraiment très très grands maintenant de base? C'est vraiment acquis? Parce que ça, c'est pas... Je crois que ça fait déjà un an que c'est comme ça, hein, finalement. Moins de 5 pouces maintenant, quand c'est un haut de gamme, c'est pratiquement plus envisageable. On a de la phablette partout à 5, 9 ou 6 pouces. On oublie un peu les petites mains. LG n'a pas suivi le mouvement avec un G2 mini qui soit vraiment performant. On attend quand même une réponse à la Z1 Compact qui soit capable d'avoir des belles performances pour une petite taille ou au moins une taille moyenne. Ouais, donc en fait, le G2 mini, c'est comme le S4 mini, comme le One mini, c'est un téléphone. Oui, les specs ont été revus à la baisse. C'est vraiment dommage. Hein. Et toi, Ulrich, quelle conclusion tu fais du MWC? Oui, ça a coupé, mais t'as bien fait de me poser la question. Du coup, alors, quelle conclusion? Hier, on a eu la journée qui était sûrement la plus grosse journée que j'ai jamais vécue en termes de news IT. C'est-à-dire qu'on avait l'annonce du Galaxy S5, quand même. Et en même temps, on avait une annonce de Sony. Et en même temps, on avait des dizaines et la Nokia, d'annonces. qui était vraiment importante. Et Nokia en plus, sans oublier Nokia. C'est très impressionnant, Nokia. Franchement, je sais pas, c'est pour moi sûrement le plus gros MWC que j'ai jamais vécu. Alors pourtant que c'est mon 5e. Donc, j'ai rarement aussi peu dormi pendant un Mobile World Congress. Eh ben, je crois qu'on va vous laisser. On va vous souhaiter bon courage pour ce fin de MWC. Astrid, des retours de la communauté peut-être. Alors, on demande des nouvelles d'Alcatel One Touch. Ils vont bien. Ah oui, ils ont des très bons produits. Alcatel One Touch, ils ont un problème, c'est qu'ils ont des très bons produits qui pourraient être encore meilleurs si derrière ils avaient un peu le souci du détail, s'ils amélioraient leur com, s'ils nous envoyaient pas des communiqués de presse avec plein de fautes partout dans les caractéristiques et même dans les prix, et s'ils arrivaient à se concentrer un peu plus sur un peu moins d'appareils et ils arriveraient à être meilleurs, mais ils sont bons. Honnêtement, ils ont des très bons appareils. Il y a le Hero par exemple, enfin il y en a plein. Ils sont très bons et c'est du Full HD, c'est de la 4G. Enfin, Alcatel One Touch pour moi est un des plus dangereux dans les constructeurs chinois. C'est une marque qui s'est surtout qui appartient à TCL Mobile, mais qui s'est surtout développée en France, mais qui cette année a commencé à s'internationaliser. On la retrouve notamment chez Rogers au Canada et on sent qu'il y a une volonté d'aller un tout petit peu plus au sud sur le continent nord-américain, donc des États-Unis notamment. Ulrich, ah ouais, sur les appareils, je suis désolé, je viens de revoir. Donc il y a le Hero qui est du 6 pouces, qui est vraiment bien. Il est juste 3G, mais il a un très beau design. Il y a l'Alpha qui a un design avec les bordures transparentes en plastique transparent. C'est de 4,7 pouces. Enfin, il y a des choses très sympas. Ok, on suivra bien sûr tout ça sur frandroid.com/MWC. Ulrich, Laure, on va vous laisser pour faire notre partie application. Comme chaque semaine, nous vous avons préparé une petite sélection d'applications et je commence par Pod.
Alors moi c'est une application, je vais pas vous mentir, je l'ai tapée dans Tablette Café, donc c'était trop pas la mienne, mais je l'ai trouvée, c'était celle de Guillaume, et je l'ai trouvée extrêmement cool. Ça s'appelle Comment elle s'appelle ? Hackrun, donc il y a une version gratuite et une version payante. L'idée de la version payante est d'enlever la publicité, et c'est une application très geek, très sombre. Pour ceux qui connaissent Uplink, qui était une espèce de simulateur de piratage d'ordinateur, Hackrun c'est exactement dans cette veine-là. Donc en fait, on est connecté en ligne de commande à des faux serveurs et c'est un jeu d'énigmes et d'aventures pour aller justement chercher des informations. Au début, on sait même pas exactement ce qu'on cherche. Il y a un mec qui nous envoie des messages en disant ouais, il faudrait que tu trouves ça et tout. Et on débloque petit à petit des niveaux. On commence à en apprendre plus sur une mystérieuse entreprise qui vend de la drogue. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a toute une histoire qu'on découvre en tapant exactement, c'est beaucoup de suspense, des mais voilà, la seule et unique interface que vous verrez dans cette application, c'est une ligne de commande. Et c'est pour ça que j'ai rien compris, parce que je l'ai essayé et j'ai rien compris. Oh, Et tu penses quoi des graphismes? C'est assez sommaire, hein. Ça, c'est sûr que les graphismes sont très sommaires, mais l'application, on l'utilise. Enfin, le jeu, on l'utilise pas pour ça, quoi. Mais c'est un casse-tête en fait. Exactement. Casse-tête à suspense. C'est un casse-tête de geek. Complètement. C'est sûr. Exactement. Ulrich est resté dans l'émission. Il n'a pas préparé d'application. Mais Edouard en a une. Ouais, j'ai une application, elle est payante, elle coûte 1,49 € et elle sera pratique pour, je pense, pas mal de gens. Le principe. En fait, le principe, c'est vous êtes en train d'écrire un mail et paf, l'application, elle plante. Et là, tout votre texte, il est perdu. Et là, vous êtes blaze. Mais en fait, cette application, elle enregistre tout. Et en fait, à chaque fois que vous écrivez, vous allez pouvoir tout récupérer très facilement. Elle s'appelle Elle s'appelle Type Machine. Et donc, en fait, le concept est ultra simple. Ça fait un historique de tout ce que vous avez écrit, peu importe l'application. Et donc, c'est super pratique que l'application plante ou pas, en fait. Donc, c'est un keylogger, quoi. Voilà, il s'agit d'un bon vieux keylogger. Elle est éditée par la NSA en plus. Tu te mets en mode avion et c'est bon. Comment on sait que cette application envoie pas des données? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais T'as regardé les permissions quand même? je crois qu'elle en a pas beaucoup. Et si tu la payes, la version payante, elle n'envoie pas les données, mais la version gratuite envoie les données. Attends. C'est un super bon modèle d'affaires, hein, ceci dit. Hein. Attends, je regarde. En fait, je vais arrêter de préparer des applications et je vais vous troller vos applications chaque semaine. La prochaine application à se faire troller, c'est celle d'Astrid. Oui, moi c'est impossible à troller, enfin j'espère. C'est un jeu un peu violent, mais pas trop, dans le sens où on doit tuer des stickman. Donc des personnages noirs. Elle s'appelle Voilà, elle s'appelle Optical Inquisitor 17+. Donc c'est ambiance années 80. Vous êtes une personne qui a fait de la prison parce qu'on vous a trahi et vous avez décidé de descendre tous ceux qui vous ont trahi, tout simplement. Tout simplement. À coup de sniper et à coup de musique des années 80. Et c'est génial. Voilà, par contre, vous avez que 5 niveaux. Après, vous devez débloquer avec, je crois que c'est 1,30 €, je sais plus, mais je pense que ça vaut le coup. Moi, j'ai pas fait encore, je pense que je vais le faire. Mais voilà, c'est un peu brutal, c'est un peu hardcore, mais... t'aimes les jeux violents, dis donc, Astrid. Ouais, mais bon, c'est pas mon genre d'habitude, mais j'avoue. Ouais, et pour le Montrol, l'application, elle demande aucune permission, donc la NSA, elle écoute pas. Normalement. Toi, t'as une application, Baptiste, c'est encore un jeu, je crois. Eh ben non, cette semaine, j'ai pas un jeu. Waouh. Et pas de jeu pourri. Spéciale édition, Baptiste n'a pas de jeu. Waouh. Mon application, c'est une application justement à troll. Il s'agit d'une application qui est une version déclinée de Tapatalk pour le forum Frandroid. Et donc l'application s'appelle tout simplement le forum Frandroid. C'est une application donc basée sur Tapatalk qu'on fait avec Tapatalk et qui permet de se connecter au forum Frandroid, de lire ses messages privés, de se naviguer dans tous les forums que l'on a sur le forum Frandroid, puisqu'on a sur Frandroid plus de 850 sections, quelque chose comme ça. Pour tous les appareils. Donc si vous avez un appareil, il y a forcément une sous-section sur le forum Frandroid
à part certains mobiles chinois un petit peu obscurs, non présents en France. Mais en tout cas, vous pouvez en discuter. Vous pouvez discuter de votre téléphone sur le forum Frandroid. Je sais qu'on a un gros utilisateur parmi nous, puisque Ulrich l'utilise très régulièrement. Et c'est chouette parce qu'Astrid, elle a créé en direct live quasiment tous les nouveaux forums de tous les nouveaux appareils qui ont été présentés à MWC. Donc on peut parler de ces appareils avant même leur commercialisation, c'est chouette. L'application elle est vraiment cool, hein. Elle a encore quelques bugs parce qu'on utilise une version bêta de Tapatalk, mais c'est pas du tout gênant pour l'utiliser. C'est sympa de pouvoir rester branché au forum dans une interface adaptée au mobile, c'est cool. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aimerais remercier les personnes sur le plateau, Édouard et Pod. Au revoir. En régie, Astrid. Au revoir. Laure qui était avec nous par Skype tout à l'heure pour parler du MWC et Ulrich. À la semaine prochaine. J'aimerais remercier évidemment Édouard Marquis, notre producteur, aux commandes de la chaîne Tech.tv, qui commencera avec des nouvelles émissions très bientôt, et notre fantastique réalisateur, Olivier Rousseau. Courez vous abonner aux chaînes Frandroid et Tech.tv, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, on n'a pas kidnappé le chat.